Bonjour, bienvenue dans Point de Vue, ravi de vous retrouver en direct sur le Figaro TV. Au sommaire de notre émission, aujourd'hui, une grande partie de cette émission, bien évidemment, sera consacrée au bombardement mené par les Israéliens très tôt ce matin sur l'Iran. 200 avions israéliens auraient ciblé 100 sites iraniens, des sites militaires, des sites nucléaires, 2 personnalités de haut rang éliminées ce matin par les Israéliens. On sera avec Guillaume de Dieuleveux dans un instant. Il est le correspondant du Figaro à Jérusalem. Et puis, nous rejoindra également sur ce plateau Georges Malbruno. Il suit les questions du Moyen-Orient et du Proche-Orient pour le Figaro. On parlera aussi d'un autre sujet, d'immigration afghane. L'immigration afghane en France. Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration alerte dans une note pour la Fondapol. Le phénomène est de grande ampleur selon lui. Voilà, vous avez le programme. Point de vue, c'est parti. Bonjour Guillaume de Dieuleveux. Bonjour. Vous êtes le correspondant du Figaro à Jérusalem. Je le disais, ce matin, aux alentours de 3 heures du matin, Israël a mené des bombardements sur l'Iran. Est-ce que c'est d'abord une surprise en Israël? Il y avait hier déjà des rumeurs, notamment dans la presse américaine. C'est pas totalement une surprise. Effectivement, il y avait des rumeurs. On savait aussi que l'ambassade américaine en Israël avait demandé à ses ressortissants de rester dans les grandes villes, à Jérusalem et à Tel Aviv. Donc non, ça n'est pas totalement une surprise, mais en même temps, on est dans une situation où on sait qu'il y a des tractations depuis des mois, voire des années même, avec l'Iran sur cette question du nucléaire. Et dans ce dialogue, dans ce bras de fer permanent, les rumeurs aussi sont un moyen de faire pression. Donc on ne sait jamais en fait. Ça pouvait aussi n'être simplement qu'une rumeur de plus pour faire pression sur l'Iran, parce qu'on sait que dans les jours qui viennent, Steve Witkoff, l'envoyé spécial des États-Unis dans la région, devait rencontrer les Iraniens. Absolument. Donc non, ce n'est pas vraiment une surprise. Alors, néanmoins, ce n'est pas la première fois aussi que Israël bombarde en Iran. Pour revenir sur les attaques de ce matin, concrètement, quelle est l'attaque menée par les Israéliens envers les Iraniens en termes de moyens, de cibles? On parle de 200 avions israéliens qui auraient ciblé 100 sites iraniens. Que sait-on au moment où on se parle, Guillaume de Dieuleveux? Ce qui explique les Israéliens, les militaires israéliens, j'ai pu assister ce matin à des briefings de l'armée israélienne, c'est que c'est pas une opération, en fait, c'est une nouvelle guerre qu'ils ont lancée, qui a été planifiée pendant des mois. Faut pas oublier que Israël est en guerre depuis 20 mois, est en guerre toujours dans la bande de Gaza, mais aussi était en guerre contre le Hezbollah. Et bien là, c'est une autre guerre qu'ils avaient planifiée et qui a démarré cette nuit. Et alors effectivement, l'attaque aérienne est d'une ampleur inédite, surtout pour Israël. C'est 200 avions, dont la plupart sont des avions de chasse, donc des avions qui sont venus frapper en Iran, et qui ont frappé d'abord la tête de l'armée iranienne en ciblant les hauts responsables de l'armée iranienne, qui ont tué des scientifiques nucléaires iraniens, des sites d'enrichissement nucléaire, mais également en prévision de la réponse iranienne, qui ont frappé des missiles balistiques, des sites de missiles balistiques et des radars. Et actuellement, à l'heure où je vous parle, il y a encore des frappes israéliennes en Iran, notamment contre un aéroport. Donc des attaques qui sont toujours en cours. On parle également de répliques déjà des Iraniens. Les Iraniens auraient lancé une centaine de drones, c'est ça, sur Israël? Oui, il y a eu une première réplique dans la matinée et la plupart de ces drones ont été interceptés, a annoncé l'armée israélienne. Mais ici, tout le monde s'attend à une nouvelle réplique. On a tous en mémoire l'attaque iranienne d'octobre dernier,
où il y avait eu 200 missiles balistiques, drones qui avaient été tirés simultanément sur Israël. La plupart avaient été interceptés et on s'attend à ce que dans les heures qui viennent, Israël subisse une attaque d'ampleur semblable. Alors justement, quelle est l'ambiance dans la ville que vous habitez à Jérusalem aujourd'hui? C'est l'ambiance qu'il y a toujours dans les moments de crise, c'est-à-dire c'est une ambiance de calme qu'on peut qualifier d'inquiétant. En fait, on a tous été réveillés cette nuit à 3 heures du matin par les sirènes. Alors, on a l'habitude ici des sirènes parce qu'on a régulièrement des tirs de missiles houthis, c'est à peu près 2 ou 3 fois par semaine. Donc tout le monde sait ce qu'il a à faire. Mais là, la sirène a été assez courte et en fait, c'était pas la sirène habituelle. Et donc, on a très vite compris que c'était pour nous alerter qu'on entrait dans une nouvelle ère d'une certaine façon et qu'Israël avait mené cette grande attaque contre l'Iran. Et donc ce matin, je suis allé faire un petit tour dans la ville. Le vendredi matin, c'est le premier jour du week-end en Israël. Les gens se préparent Shabbat. Donc généralement, c'est très animé. Là, il y avait personne. Et même chose dans la partie est de la ville, dans la partie palestinienne, où la plupart des commerces sont fermés. Est-ce que l'état d'urgence est décrété, hein, c'est ça en Israël aujourd'hui? Oui, et la défense civile a demandé aux Israéliens de rester à proximité des abris. Si les alarmes sonnent à nouveau, on a une dizaine de minutes pour nous diriger vers les abris. Comment le Premier ministre israélien a parlé de cette attaque, même de cette guerre, hein, puisque vous me dites que ce matin, vous avez assisté à une conférence de presse et on ne parle pas d'opération, les Israéliens ne parlent pas d'opération, mais de guerre. Qu'a dit aujourd'hui le Premier ministre israélien? Qu'a-t-il dit à sa population? Quels ont été les mots employés? Quel a été le ton du Premier ministre? Et bien justement, un ton martial, la tonalité globale du Premier ministre, mais aussi du ministre de la Défense et de tous les responsables israéliens, là on voyait le porte-parole de l'armée israélienne, c'est de dire que Israël est dans une guerre existentielle. Netanyahou a toujours qualifié l'Iran, il a toujours appelé l'Iran la tête du serpent. La tête du serpent, c'est-à-dire que c'est l'Iran qui à travers ce qu'on appelait les proxys, travaille contre Israël. Mais cette fois, l'affrontement est direct entre les deux pays, les deux ennemis. Et Israël estime que la menace nucléaire est une menace existentielle parce que les Israéliens prennent au pied de la lettre les déclarations des responsables iraniens qui ont toujours dit qu'ils voulaient détruire ce qu'ils appellent l'entité sioniste. Pourquoi, d'après vous, cette opération, cette guerre est lancée aujourd'hui? Est-ce que ça s'explique du fait du contexte actuel? On sait, donc vous avez évoqué les négociations en cours des Iraniens. Il y a ce Premier ministre aussi israélien qui a échappé de peu à une motion de dissolution. Ça explique un peu ce calendrier d'intervention aujourd'hui? Alors la politique intérieure, je ne sais pas, parce que pour le coup les Israéliens sont tous derrière leur armée et derrière leur gouvernement. Ils sont tous conscients que l'Iran est une menace très sérieuse et ils soutiennent majoritairement les frappes contre les sites nucléaires iraniens. En revanche, il faut prendre en compte le contexte régional. Oui. Donc effectivement, vous l'avez dit, les négociations entre les États-Unis et l'Iran, mais il faut aussi avoir en tête que dans quelques jours, il doit y avoir une conférence à New York sur la question de l'État palestinien et que ces frappes vont certainement beaucoup influencer la tenue de cette conférence de New York. Donc d'un point de vue politique, oui, ça arrive à un moment plutôt favorable à Israël. Mais l'armée israélienne, en tout cas le point de vue de l'armée israélienne, c'est que c'était le moment où frapper. Et ça, c'était le moment pour frapper parce que l'Iran est très près d'une solution, d'une bombe atomique, c'est-à-dire il y avait vraiment pour les Israéliens une urgence d'abord sur le plan nucléaire, c'est ça ?
D'après ce que disent les Israéliens, l'Iran était tout près d'avoir une quinzaine de têtes nucléaires. Et donc ça c'est pas possible, c'est pas acceptable pour Israël, et c'est pas nouveau, ça fait des années que Netanyahou agite la menace nucléaire iranienne et a toujours dit que jamais Israël n'accepterait que l'Iran ne possède l'arme nucléaire. Vous me parlez d'une opinion publique qui est derrière, c'est ça, son Premier ministre, malgré la guerre qui dure depuis le 7 octobre, malgré la guerre à Gaza, l'opinion publique israélienne vis-à-vis du dossier iranien, elle est tout à fait derrière son Premier ministre et le gouvernement actuel? Elle est certainement derrière son armée et elle soutient son armée à 100%. Après, évidemment, comme vous le dites, on est à plus de 20 mois maintenant de guerre en Israël et les gens sont fatigués. Ils attendent une solution dans la bande de Gaza. Les Israéliens veulent que leurs otages leur soient rendus. Et les Israéliens qui ont fait l'armée pendant des centaines de jours d'affilée, les réservistes, n'en peuvent plus de cette guerre. Donc, d'un côté, il y a un ras-le-bol et une fatigue de la guerre. D'un autre côté, il y a une conscience que cette guerre-là, ces frappes contre l'Iran sont nécessaires. Et il y a aussi le sentiment qu'une fois de plus, Israël a prouvé sa supériorité militaire et je dirais une sorte de fierté de voir à quel point l'armée israélienne a été capable en quelques heures, une fois de plus, de frapper très durement l'Iran. Effectivement, puisque l'Iran a notamment éliminé 2 personnages iraniens de haut rang. On peut imaginer des complicités, effectivement une opération qui est menée déjà depuis de longs mois. Hein. Oui, c'est ça. C'est apparemment une opération qui a été planifiée pendant des mois. Et d'ailleurs, d'après ce qu'on a compris, des agents du Mossad étaient infiltrés sur le sol iranien. Et l'attaque n'a pas seulement été menée depuis l'air par des avions, mais aussi apparemment depuis le sol par des agents infiltrés. Et moi, j'ai pu voir passer sur des boucles israéliennes des images montrant des frappes d'une précision assez stupéfiante. Donc oui, il y avait certainement un très très gros travail en amont de renseignement. Comment, d'après vous et d'après la conférence de presse à laquelle vous avez assisté de l'armée israélienne ce matin, à quoi peut-on s'attendre dans les prochains jours, Guillaume de Dieuleveux? À nouveau des bombardements israéliens en Iran? C'est ce qu'ils laissent entendre. Ils ne veulent pas donner d'agenda, de limite. En tout cas, on nous a expliqué que tous les pilotes étaient rentrés sains et saufs de leur attaque de cette nuit, mais que certains étaient déjà repartis pour frapper d'autres sites. Donc, visiblement, l'armée israélienne se prépare à une opération qui va durer. Alors moi, je ne saurais pas vous dire, mais qui va durer longtemps. Voilà. Dernière question, Guillaume de Dieuleveux, la question des Américains. Ils ont appuyé cette opération, ils ont soutenu, ils étaient au courant? Ou les Israéliens ont pu se passer des Américains? Ils ont très probablement donné un feu orange au moins, voire un feu vert clignotant. Et ils étaient visiblement au courant, puisque hier ils ont demandé à leur personnel de ne pas quitter les grandes villes d'Israël. Ensuite, sur le plan opérationnel, les Israéliens expliquent qu'ils ont réussi à mener cette opération tout seuls, sans aide extérieure. C'est-à-dire qu'ils ont les moyens notamment de ravitailler leurs avions en vol pour voler jusqu'en Iran. Parce que, rappelez-nous, Jérusalem, Tel Aviv, Téhéran, on est à quoi, de combien de kilomètres de distance? Plusieurs milliers, hein, c'est ça, hein? Je crois que c'est à peu près 2000 kilomètres, si je ne dis pas de bêtises. En revanche, il faut se rappeler qu'en octobre dernier, quand l'Iran avait répondu à l'attaque israélienne, il y avait la réponse avait été internationale. Oui. Donc la question maintenant, ça va être de savoir si effectivement cette fois, on va voir les États-Unis, mais aussi la France et la Grande-Bretagne, comme ça avait été le cas en octobre, se porter aux côtés d'Israël pour bloquer la réponse iranienne. Ça va être intéressant de voir ça dans les heures qui viennent.
Merci Guillaume de Dieuleveux d'avoir été avec nous depuis Jérusalem. Et puis on vous lit bien sûr dans les pages du Figaro et sur le site du Figaro. Merci à vous. Bonjour Georges Malbruno. Bonjour. Vous êtes journaliste au Figaro, vous suivez le Proche-Orient, le Moyen-Orient pour le journal. Donc Israël a bombardé ce matin. Qu'est-ce qui a été donc frappé? Ce sont les cibles ont été multiples, hein, des cibles nucléaires, politiques et militaires. Oui, voilà, il y a eu une multitude de cibles qui ont été visées, des sites nucléaires, hein, notamment le site d'enrichissement d'uranium à Natanz. Il y a eu des sites militaires également, et puis il y a eu des cibles humaines, puisque, vous l'avez dit, Israël a éliminé le chef des gardiens de la Révolution, Hossein Salami, qui est un des personnages les plus importants du régime iranien, ainsi que le chef d'état-major de l'armée. Et donc, on a assisté probablement à une décapitation, un début de décapitation du régime iranien, parce que Hossein Salami, c'est le chef des gardiens de la Révolution. Les gardiens de la Révolution, c'est l'unité d'élite en charge de la protection du régime. Et donc là, c'est le cœur nucléaire. C'est le cœur du régime, et en plus nucléaire, parce que c'est eux qui gèrent le dossier nucléaire. Donc, c'est vraiment, je dirais, un levier, une clé de voûte du système iranien. Le ministre israélien des Affaires étrangères ou de la Défense tout à l'heure a dit « Nous allons éliminer toute personne qui veut nous éliminer ». Je crois qu'à travers cette double action à la fois contre le nucléaire et aussi contre des dirigeants haut placés du régime iranien, il y a donc un avertissement qui a été donné à un troisième homme qui s'appelle Ali Khamenei, qui est le guide suprême de la République islamique. C'est celui qui détient les pouvoirs et qui en filigrane a probablement reçu le message. Si vous vous souvenez, en fin septembre dernier, lorsque Israël avait éliminé à Beyrouth Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, le principal allié de l'Iran au Moyen-Orient, immédiatement les Iraniens avaient mis au secret le guide suprême Ali Khamenei. Et donc, dans cette spirale un petit peu de violence, eh bien, je veux dire, il ne faut plus écarter maintenant que tôt ou tard, si jamais l'Iran venait à riposter massivement, eh bien, Israël décide de vraiment décapiter le régime. Hein. Il faut rappeler qu'en 2020, les Américains ont tué Qassem Soleimani, qui était un des principaux responsables militaires. Ensuite, il y a eu donc Hassan Nasrallah, Israël l'an dernier. Il y a maintenant le chef des gardiens de la Révolution, le chef de l'état-major des armées. Donc, voilà, on est, et l'ambassadeur d'Israël... Ça se rapproche, c'est ça, voilà, du guide suprême. Hein. Je pense que côté israélien, profitant comme Guillaume l'a dit tout à l'heure, d'un feu vert américain, est-ce qu'on n'est pas entré dans ce qu'on appelle en anglais un regime change, c'est-à-dire une volonté de changer le régime. On va le voir avec des frappes qui pourraient se prolonger ou pas. Hein. Jusqu'à maintenant, vous savez que les États-Unis, notamment, y compris de Donald Trump, n'étaient pas pour un changement de régime en Iran. Là, avec le revirement américain, on peut se poser la question. On va y revenir. Est-ce que le pouvoir iranien a les moyens de se régénérer, si je puis dire, avec ces deux pertes majeures, par exemple? Oui, parce que le système iranien est conçu de telle sorte que ces gens-là qui étaient âgés, expérimentés, peuvent être remplacés. Simplement, c'est un coup dur pour le régime iranien, qui est déjà affaibli en interne par une crise économique très sévère, par un discrédit qui l'affecte de la part de la population. Ce qui va être intéressant de voir, c'est que vous savez, à peu près, il y a 20%, 25% d'Iraniens qui soutiennent le régime, et il y en a 75% qui ne le soutiennent pas. Est-ce qu'ils ne le soutiennent pas, mais ils ne sont pas forcément prêts à agir pour le renverser? C'était ce qu'on avait vu après les émeutes, vous vous souvenez, les manifestations de 2022. Il va y avoir beaucoup d'Iraniens qui silencieusement vont approuver, et puis il peut y avoir aussi ce que j'appelle un réflexe de nationalisme, parce que le nucléaire fait partie de la fierté nationale iranienne. Il faut rappeler que le Shah d'Iran
a lancé le programme nucléaire avant même donc 1979, grâce à l'aide de la France, et que pour les Iraniens, ça fait partie de la fierté. Donc il peut y avoir une espèce de sursaut nationaliste que le régime va probablement instrumentaliser, mais... Une fierté ou une assurance vie aussi du régime. Et alors, c'est une assurance vie dans la mesure où, si vous voulez, l'Iran a commencé de dire, on va donc, ces frappes justifient l'enrichissement d'uranium. Vous savez que c'était une des principales divergences dans les négociations qui ont lieu, qui devaient recommencer dimanche à Oman entre Américains et Iraniens. Là, les Iraniens risquent de dire, en tout cas c'est ce qu'ils disaient avant, pour avertir sur les dangers d'une frappe israélienne, si jamais Israël sort du cadre qui est établi là et attaque nos installations nucléaires, nous aussi nous sortirons de ce cadre, nous nous retirerons du traité de non-prolifération nucléaire et nous procéderons à un essai, à un test nucléaire, c'est-à-dire là, on basculera dans une autre dimension. Alors, est-ce que l'Iran le fera? Je n'en sais rien, mais il y a un risque que l'Iran... Là, il y a un cap qui a été franchi, Là, il y a un cap qui a été franchi. Des lignes rouges ont été franchies, Les lignes rouges ont été franchies, et donc... Un régime se sentant menacé dans sa survie pourrait tenter de se sanctuariser aujourd'hui en allant encore plus vite vers la bombe, ce qui serait évidemment le contraire de ce qui est recherché par Israël et par d'autres. On n'en est pas là, mais c'est un des principaux risques de cette crise. Alors justement, faisons un petit focus sur le nucléaire en Iran. Ils en étaient où de ce qu'on sait, les Iraniens? Ils en étaient qu'ils avaient enrichi beaucoup d'uranium à un taux bien au-delà de ce que permet l'accord international de 2015, dont les États-Unis sont retirés. Voilà. Donc, ils ont enrichi, je crois, on est à 400 kilos à 60%. Donc, ils étaient vraiment très, très proches de la capacité à construire une bombe. Ensuite, eux étaient engagés dans des négociations, vous le savez, avec les Américains. Et ces négociations, en gros, butaient sur justement cet enrichissement. Au début, Trump a laissé dire à son négociateur que les États-Unis n'étaient pas opposés à ce que l'Iran enrichisse, comme le TNP le prévoit, jusqu'à 3,5%. Ensuite, sous la pression en particulier d'Israël, les États-Unis sont revenus. Donc ça a crispé, et c'était le point de crispation de ces négociations qui devaient reprendre, je vous le répète, dimanche à Oman. Les Iraniens, en contrepartie, n'étaient pas très contents parce que ils estimaient que les Américains ne leur donnaient pas suffisamment de garanties qu'en échange de gestes qu'ils feraient, eh bien, ils obtiendraient une levée des sanctions. C'est ce pourquoi l'Iran a construit son programme nucléaire pour le négocier comme il l'avait fait en 2015. Et donc là, on était vraiment dans le dur, et on sentait bien que les négociations achoppaient. Il faut rappeler aussi, je ne sais pas si Guillaume l'a dit, mais Israël avait dit dès le début de ces négociations qu'il n'aimait pas. Netanyahou n'aimait pas ce que Witkov rencontre Arakchi à Oman. Oui, et on se souvient d'ailleurs que quand Donald Trump est allé au Moyen-Orient dernièrement, il n'est pas allé en Israël. Il n'est pas allé en Israël. Israël avait dit on donne 60 jours aux Américains pour négocier avec l'Iran. Nous sommes à combien aujourd'hui? 61e jour. Donc ça veut dire que voilà, Israël a pris au mot un petit peu Trump, l'a peut-être mis un peu au pied du mur. En tout cas, les Américains ont avalisé, même si ils ont probablement participé, mais de manière marginale. Mais voilà, donc on en est là aujourd'hui. Ces négociations aujourd'hui sont mortes, je pense, à court terme. C'est-à-dire qu'à Oman, c'était le 6e cycle de négociation. C'était la 6e séance de négociation. C'est mort, ça, parce que effectivement, ça percute tout ce programme diplomatique est percuté par cette attaque, par ces attaques. L'Iran tient les États-Unis, comme ils l'ont dit, comme responsables de ces attaques, et donc on les voit mal après-demain envoyer leur ministre des Affaires étrangères pour négocier avec Steve Witkoff. Ça ne veut pas dire que dans 3 semaines, 1 mois, il n'y aura pas de nouvelles négociations, parce que le régime est quand même conscient de ses faiblesses, et elles sont nombreuses, faiblesses internes économiques, faiblesses aussi de légitimité, faiblesses régionales, et donc avait intérêt probablement à négocier un accord. On pensait aussi que Trump avait intérêt. Il y a eu quand même cette déclaration de Trump hier qui était quand même assez ambiguë. Il dit en gros, il pourrait y avoir une attaque israélienne. Il savait déjà qu'il y en aurait une, mais on n'est pas très loin d'un accord. Et donc, je pense que donc voilà, je pense que les États-Unis ont une position qui n'est pas très claire aujourd'hui, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont donné leur accord, même si c'était peut-être à contre-cœur, à ces attaques militaires.
Oui, parce que hier, interrogé sur ces discussions avec le Premier ministre israélien, Donald Trump a répondu « Je ne veux pas qu'ils interviennent. Voilà. Je pense que cela ferait tout capoter. » Les Israéliens se passent carrément des Américains, là. Non, ils ne se passent pas parce qu'ils les ont prévenus. Trump a reconnu qu'il avait été prévenu. Oui, c'est juste. Est-ce que Netanyahou lui a tordu le bras ou d'autres lui ont tordu le bras? Ça paraît difficilement concevable. Mais en tout cas, il y avait ces déclarations de Trump qui privilégiaient l'option diplomatique. Vous le savez que Trump ne veut pas de guerre. Là, on est quand même à l'orée d'un épisode qui ressemble à une guerre. Alors, quelles conséquences sur la région et notamment comment les pays arabes, je pense à l'Arabie saoudite, notamment que Trump est allé en voyage, il a rencontré entre autres le prince Salman. Alors, comment ça va évoluer de ce côté-là? Comment Est-ce que déjà les pays du Golfe ont réagi? Les pays du Golfe ont immédiatement réagi, ont condamné l'attaque israélienne. Oui. En quel terme? En termes assez sévères, parce que contrairement à 2015 et l'accord nucléaire international, les pays du Golfe aujourd'hui veulent un accord, veulent que la diplomatie fonctionne, parce qu'ils veulent la stabilité pour développer leur économie, leur société, etc. C'est le fameux plan de MBS 2030, etc. Les Émirats, c'est la même chose. Les pays du Golfe se sont réconciliés avec l'Iran, l'Arabie en 2023, les Émirats aussi. Donc, ils ne veulent pas de guerre. L'Iran avait dit avant ces attaques qu'en cas d'attaque israélienne approuvée par les États-Unis, les bases militaires américaines dans le Golfe, c'est-à-dire à Koweït, à Bahreïn, au Qatar, pourraient être des cibles. Donc là, on va voir. Je ne pense pas que dans l'immédiat, l'Iran prenne pour cible ces bases, mais en tout cas, il y a un risque, effectivement, d'embrasement, de contagion régionale. C'est pour ça que ces pays-là, je vous le répète, ont immédiatement condamné les attaques israéliennes, parce qu'elles ont peur que l'Iran, justement, les frappe, et que l'instabilité s'installe, et que par conséquent, tous leurs projets économiques, etc., tombent à l'eau. Et c'est ça la grande crainte, à la fois de Mohammed bin Salman, des Émirats arabes unis, et d'autres. Et donc, donc voilà, on est aussi rentré dans une période d'incertitude à ce niveau-là. Il peut y avoir aussi, l'Iran a comme levier, comme palette de représailles, la fermeture du détroit d'Ormuz, par où transite beaucoup du commerce pétrolier. On n'en est pas là pour l'instant, mais je vous le dis, on est rentré dans une période quand même extrêmement dangereuse. Quels sont les moyens de riposte de l'Iran? L'Iran qui est un pays affaibli économiquement, alors l'Iran menace, etc. Mais on a vu dans le passé que l'Iran ajuste en général. Il y a une chorégraphie. Il y avait eu la première vague avait été très chorégraphiée, avec, vous vous souvenez, les drones étaient partis à 22h, on savait qu'à 1h30 du matin ils arriveraient, donc il n'y avait pas eu heureusement de dégâts. La deuxième était plus massive, deuxième était moins chorégraphiée. Celle-là, il y a eu des attaques de drones encore qui ont été interceptées. Il peut y avoir un effet de saturation s'il y a beaucoup de drones, et donc un certain nombre de drones peuvent atteindre leur cible en Israël. Parce que les drones, ils passent un peu sous les radars, c'est ça leur avantage aussi. Il peut y avoir cet effet de saturation s'il y en a beaucoup qui sont lancés au même moment. L'Iran a tendance à beaucoup rappeler qu'ils ont une capacité de détruire, etc. Bon, il faut rester quand même prudent, parce que leurs capacités sont assez réduites aujourd'hui, mais il y a, je vous le disais, l'option de frappe, de riposte contre des bases américaines dans le Golfe. Bon, voilà. Il y a la fermeture du détroit d'Ormuz, et puis je vous dis, il y a surtout cette option de sortir du traité de non-prolifération nucléaire et de procéder à un test nucléaire, c'est-à-dire prendre à témoin le monde, dire voilà, maintenant, aujourd'hui, nous sommes une puissance nucléaire, et donc on se sanctuarise, etc. Et donc on est menacé, on fait ça. Est-ce que l'Iran le fera ? Je n'en sais rien, mais ça fait partie de cette palette de riposte que l'Iran peut avoir, parce que effectivement le régime a subi un... On peut parler d'humiliation là quand même, ou humiliation, pas ? Oui, mais c'est pas la première. C'est pas la première. d'Israël. Mais je veux dire, au-delà des frappes sur les installations nucléaires iraniennes qui sont importantes, mais
qui ne vont pas neutraliser la menace nucléaire iranienne, pour une raison assez simple, que l'Agence internationale de l'énergie atomique répète souvent, les installations nucléaires iraniennes sont à la fois dispersées et enterrées en profondeur à travers le pays. Par exemple, le site de Fordo n'a pas été touché encore, etc. Donc, le nucléaire iranien n'est pas neutralisé. Et donc on est plutôt, je vous le répète, sur je pense sur un objectif israélien conforme à ce qui est celui de Benyamin Netanyahou depuis l'après 7 octobre, c'est-à-dire d'éliminer les menaces qui nous entourent. Éliminer Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah au Liban, tenter de le faire les Houthis au Yémen, et puis éliminer les menaces... Oui, il parle de questions existentielles pour Israël. Et je vous le répète, ce matin, le ministre, je ne sais plus si c'est de la Défense ou des Affaires étrangères, a dit « Nous allons éliminer toute personne en Iran qui veut nous éliminer ». Et la plus haute personne qui répète parfois qu'on veut éliminer Israël, c'est le guide suprême. Donc voilà, on est dans cette, dans cette tentation peut-être israélienne de changer un régime en Iran. Et encore une fois, je vous dis, pour l'instant, la communauté internationale, y compris les États-Unis, n'était pas dans cette option-là, de regime change, comme on dit en anglais. On misait plutôt sur un changement de comportement du régime. Bon, ça marchait plus ou moins bien, mais on pensait que c'était beaucoup trop risqué de vouloir un changement de régime parce que l'Iran a des capacités de nuisance très importantes hors de ses frontières, etc. Avec des missiles balistiques aussi qui sont qui peuvent être très dangereux. Donc, est-ce qu'Israël s'est pas engagé dans cette voie? On le saura s'il y a justement une campagne de bombardement qui dure. C'est ça que vous allez guetter ces prochains jours, oui. Georges Malbruno, vous qui connaissez bien ce dossier. C'est très important de savoir. En 1980, l'Irak de Saddam Hussein a lancé une guerre contre l'Iran pour affaiblir avec notre appui. Là, on n'est pas dans la même situation, mais si les frappes continuent, ça veut dire qu'Israël a une volonté vraiment de réduire la capacité d'action iranienne de manière très importante et non pas se contenter d'une frappe ponctuelle. On va voir, on nous dit que en fonction des ripostes iraniennes, Israël poursuivra ou poursuivrait, on le verra au cours des prochains jours. Merci Georges Malbruno. On vous lit bien sûr sur Le Figaro, dans nos pages et sur le site. Merci d'avoir été avec nous. Et puis on va suivre aussi Donald Trump qui va réunir son Conseil de sécurité nationale. Ce sera à 15h dans cet après-midi. On a, je crois, Frédéric Ancel avec nous depuis... en visio. Bonjour Frédéric Ancel, vous êtes géopolitologue. Est-ce que déjà, dans un premier temps, ces attaques israéliennes menées sur l'Iran vous ont surprise, vous, ou pas? Très franchement, non. Je pense qu'on était d'abord à un seuil d'obtention de l'arme atomique par l'Iran extrêmement proche. Alors, je vous accorde que ça fait des décennies qu'on dit ça, sauf qu'il y a un moment où ça devient vrai, et c'est pas Netanyahou qui le disait, c'était l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui dès 2002 à Vienne avait averti, documents à l'appui, que la République islamique d'Iran, contrairement à ce qu'elle affirmait jusque-là, ne souhaitait pas aller que vers du civil et souhaitait faire du nucléaire à usage potentiellement militaire. Et puis, pendant de très longues années, il y a eu des pressions internationales. Je rappelle que, là encore, c'était pas Netanyahou, de toute façon, il n'était même pas au pouvoir en Israël. Le 1er janvier 2007, au Conseil de sécurité, l'ensemble des membres de ce Conseil, c'est-à-dire donc Pékin et Moscou aussi, lancent le premier des nombreux trains de sanctions onusiens. Encore une fois, on parle de l'ONU, là, donc toute la communauté internationale, punissant l'Iran, accusé déjà à l'époque, 2007, de vouloir fabriquer une bombe. Donc ces dernières années, les Israéliens avaient mené, ce qu'a dit Georges Malbruno est très juste, avaient mené des frappes mais ciblées, à la fois contre des ingénieurs nucléaires iraniens, contre des matériels, ça a été encore vrai en 2024, contre des politiques à certains égards. Mais là, je pense que le round de négociations américano-iranien, spécifiquement bilatéral, ce qui est intéressant, c'était une première, était en train d'échouer. Et pendant que les Américains et les Iraniens négociaient, en réalité, le régime poussait les feux à fond pour tenter d'obtenir au moins l'équivalent d'une
bombe atomique, ce qui de toute façon est déjà totalement intolérable pour un tout petit pays objectivement menacé par l'Iran comme Israël. Voilà, donc c'était -1 et je pense que là, on peut parler de guerre. Cette fois-ci, on a affaire à une vraie confrontation et d'après mes sources, les Israéliens n'arrêteront pas. Je veux dire qu'ils n'arrêteront pas tant qu'ils n'auront pas, à leurs yeux, atteint le seuil au-delà duquel, le seuil critique au-delà duquel ils n'ont plus à craindre, en tout cas pour quelques années, la fabrication d'au moins une bombe atomique par l'Iran. Jusqu'où pourraient aller les Israéliens, d'après ce que vos sources vous disent aujourd'hui, puisqu'on parle de guerre, donc on va s'installer dans un temps long entre Israël et l'Iran? Alors d'abord, vous avez raison de parler de temps long, et ça permet de rendre hommage à Fernand Braudel, mais attention, sur ce genre de frappe extrêmement massive, puissante, mais en même temps très ciblée, et qui ne vise qu'à empêcher, ce qui est déjà beaucoup, mais qui ne vise qu'à empêcher la propulsion, enfin la réalisation puis la propulsion d'éventuels engins, et non pas, par exemple, à contrôler tout un territoire. Donc il ne s'agit pas d'envoyer, par exemple, des armées au sol. Ce que vous appelez temps long, ça peut être seulement, entre guillemets, quelques semaines. Ça peut même être seulement, entre guillemets, toujours quelques jours. Mais si vous voulez, ça sera déjà beaucoup plus long que ce qui s'était produit jusqu'à présent. C'est pour ça que je vous disais que là, on a affaire effectivement, alors j'emploie un terme un petit peu fort, mais on a affaire là à une vraie confrontation. Alors maintenant, pour vous répondre concrètement, les Israéliens, alors c'est une question très technique, c'est difficile d'y répondre, mais moi je suis tout à fait convaincu, absolument persuadé, que l'état-major israélien arrêtera ces frappes précisément au moment où il pensera pouvoir constater objectivement et où ses propres renseignements, y compris sur le terrain, parce qu'il y a beaucoup de complices en Iran, manifestement, lui indiqueront que l'Iran n'est plus en capacité de fabriquer une bombe pour au moins quelques années. Vous voyez ? Donc tout cela est un petit peu aléatoire, mais pourquoi ? D'abord parce que personne n'est dans le secret des dieux, et ensuite parce qu'on a affaire à des questions extraordinairement techniques et pointues. Quelles conséquences sur la région, sur le Proche-Orient ? Je pense bien sûr à l'Arabie Saoudite, au Qatar. Alors d'abord, vous avez tout à fait raison de pointer en priorité l'Arabie Saoudite, parce que je ne cesse de dire et d'écrire depuis de nombreuses années que pour les Américains, depuis au moins l'accord du Quincy de 1945, mais plus précisément pour Donald Trump, l'axiome fondamental au Moyen-Orient, ce n'est pas l'État d'Israël, c'est l'Arabie Saoudite. Écoutez, il ne vous aura pas échappé qu'il y a quelques semaines encore, Riyad a acquis pour plus de 140 milliards de dollars de matériel et de services, essentiellement d'ailleurs militaires aux États-Unis. Donc ce sont des produits à très haute valeur ajoutée, et que chaque décennie, on retrouve ce genre de paquet de contrats. Donc pour les États-Unis et pour Trump en particulier, donc je vous rappelle que Riyad avait été son tout premier voyage officiel lors de son premier mandat, ce qui était évidemment une première pour un président américain, eh bien, l'Arabie Saoudite reste fondamentale. Alors pourquoi j'insiste là-dessus ? Parce que les Américains souhaitaient ces dernières semaines, ces derniers mois, une solution effectivement, pacifique, négociée en tout cas, pour éviter pas tant une guerre entre Israël et l'Iran. Je vais vous dire franchement, je ne suis pas certain que M. Trump soit dévoré de pacifisme et de progressisme. J'en sais rien, mais c'est pas l'hypothèse que je retiendrai prioritairement. En revanche, il ne voulait pas risquer une guerre qui aurait poussé les Iraniens, perdus pour perdus, à aller casser l'ensemble de la région, c'est-à-dire à frapper concrètement les installations pétrolières, voire pire, les installations et éventuellement des villes, enfin je veux dire des infrastructures politiques ou énergétiques autres que pétrolières en Arabie Saoudite. Et ça, je pense que ça a dû peser dans la balance, parce qu'aujourd'hui on sait que Trump a donné son feu vert. De toute façon, j'aurais pu vous dire, et je le dis depuis très longtemps, que pour une initiative militaire et stratégique de cette ampleur, il faut bien évidemment, de la part d'Israël, il faut bien évidemment le feu vert américain, quel que soit le président en place, et que en même temps, Trump a dû dire à Netanyahou, j'ai cru, en substance, j'ai cru pouvoir, comme d'habitude d'ailleurs, obtenir un cessez-le-feu en 24 heures ou en 48 heures. Là, en l'occurrence, j'ai cru pouvoir obtenir quelque chose de définitif. Ils se sont moqués de moi, je ne peux rien faire, mais attention, ne frappez pas au-delà d'une certaine mesure qui pousserait Téhéran à frapper l'Arabie Saoudite. C'est mon hypothèse. Merci Frédéric Ancel d'avoir été avec nous et de nous avoir livré votre analyse. On vous retrouve aussi dans les pages du Figaro aujourd'hui. Vous donnez une interview, et puis je rappelle le titre de votre dernier livre, La guerre mondiale n'aura pas lieu. C'est aux éditions Odile Jacob.
Jacob, il me semble. Oui, voilà, tout à fait. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. À très bientôt. On va passer à un tout autre sujet. On referme cette page pour le moment des attaques israéliennes sur l'Iran et on va aborder la question de l'immigration afghane en France. C'est un phénomène d'ampleur pour le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, Didier Lesky. Il l'a écrit dans une note passionnante pour la Fondapol. Je vous propose d'écouter le ministre de l'Intérieur, c'était le 19 mai dernier, puis on se retrouve tout de suite après avec mon invité Didier Lesky. Gerhard vous a parlé du pacte immigration-asile avec les Return Hubs qui nous permettra d'avoir une capacité à éloigner notamment les demandeurs d'asile qui viennent de pays qui sont vraiment sûrs. De même que pour la directive retour qui maintenant sera un règlement retour, on va changer du tout au tout. Enfin, on pourra éloigner de façon forcée un certain nombre d'étrangers qui n'ont plus rien à faire et à voir sur notre territoire. Donc cette dimension européenne, elle est absolument nécessaire. Et on ne peut pas trouver en Europe des solutions satisfaisantes s'il n'y a pas des coalitions. Si on est seul, en réalité, on est inefficace et impuissant. Et là, je me félicite qu'en matière, par exemple, de directive retour, qui va devenir le règlement retour, on ait pu établir un très très large consensus. Ça va rendre beaucoup plus efficace notre politique migratoire. Bonjour Didier Lesky. Bonjour. Vous êtes le directeur général de l'OFII. l'OFII, c'est l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Vous publiez cette note tout à fait passionnante de la Fondapol, qu'on voit l'image et qu'on peut tout à fait télécharger également sur le site de la Fondapol. L'immigration afghane, un événement de grande ampleur. Elle démarre quand cette immigration afghane et depuis quand elle s'accélère ? Alors, elle s'accélère depuis 2015, c'est-à-dire au moment où Angela Merkel dit nous allons y arriver. Enfin, c'est au moment de la crise syrienne. Et au moment de la crise syrienne, donc au moment où il y a une suspension de ce qu'on appelait les accords de Schengen, c'est-à-dire la possibilité qu'ont un certain nombre de personnes qui attendaient aux frontières de l'Union de rentrer. À ce moment-là, il y a beaucoup de Syriens. Ça fait un appel d'air, c'est ça ? Il y a beaucoup de Syriens qui rentrent, mais en réalité, on a souvent dit il y a 1 million de personnes, de Syriens qui sont rentrés. Il y a eu d'autres nationalités, des Irakiens, en particulier des Kurdes, et aussi des Afghans. Et c'est au moment où dans d'autres pays, il y a déjà un phénomène de fermeture devant ces nouvelles arrivées, que la France va devenir un pays de rebond de l'immigration afghane, puisque presque un Afghan sur 2 qui va s'inscrire dans la demande d'asile en France sera déjà passé soit par la Suède, soit par l'Allemagne. Et donc la France se trouve confrontée en une dizaine d'années à l'arrivée d'un groupe qu'elle n'avait pas prévu immédiatement, et ça pose des problèmes d'intégration. On va en parler. Un groupe qui, habituellement, les Afghans avaient plutôt pour destination finale la Grande-Bretagne, parce qu'ils avaient des liens, c'est ça, avec les Anglais. C'était la raison. Il y a des liens historiques. C'est ça. Ils retrouvaient une autre communauté, une communauté déjà installée là-bas. C'est ça qui est frappant. C'est dans une courte durée, si vous voulez, une dizaine d'années, un groupe qu'on n'a pas l'habitude de voir, donc qu'on ne connaît pas forcément dans ses caractéristiques, dans ces problématiques, et qu'il nous faut prendre en charge. Voilà. Et donc, c'est vrai que l'Angleterre, historiquement, avait eu beaucoup d'Afghans sur une plus longue durée, tout en rappelant que pendant toute cette période, l'Angleterre a moins accueilli de demandeurs d'asile que ne l'a fait l'Allemagne, ou la France, ou l'Espagne, ou même l'Italie. Pour quelles raisons ? Pour des raisons... Alors, l'essentiel de l'immigration en Angleterre est d'abord une immigration légale. Ils ont accueilli près de 900 000 personnes en immigration légale, de travail. On pourrait même appeler ça la vague Boris Johnson, puisque c'est à ce moment-là, paradoxalement, après le Brexit, qu'il y a une montée de l'immigration en Grande-Bretagne. Mais en ce qui concerne l'asile, ils ont toujours été en retrait par rapport aux pays de l'Europe continentale. Pourquoi les Afghans ciblent l'Europe ? Est-ce qu'il n'y a pas d'abord une immigration, comme il se fait habituellement, je pense à des pays africains, qui sont d'abord aux limites des pays, c'est-à-dire pour le Pakistan, par exemple, l'Iran. Alors, il faut rappeler ça quand même. La majorité des
les Afghans qui vont fuir les conditions de la guerre, les conditions économiques en Afghanistan, vont d'abord aller au Pakistan et en Iran. C'est d'abord dans ces pays-là qu'on trouve l'essentiel de l'immigration afghane. Oui, mais le problème, c'est que ces pays se ferment de plus en plus, ne donnent pas des autorisations de travail, il y a des problèmes d'accès à la santé, et donc du coup, l'Europe devient l'espace espéré pour une meilleure prise en charge. Et il y en a là un phénomène qu'on peut retrouver ailleurs, c'est que il y a une aspiration à venir en Europe, et ceux qui peuvent le faire plus facilement, en particulier, ce sont les jeunes hommes. Alors, des jeunes hommes, on parle de combien d'Afghans, de l'immigration afghane? Elle se chiffre à combien sur la France? En France, l'étiage minimum, c'est au moins 100 000, sachant qu'on part des titres de séjour. Il faut rappeler que les mineurs, mais il y en a quelques-uns, ne relèvent pas d'un titre de séjour. Et puis, quand même, malgré tout, il y en a qui ont obtenu la nationalité française. Et donc, on peut dire que c'est un peu au-dessus de 100 000. Quelles sont les particularités de cette immigration afghane? Vous avez évoqué essentiellement quoi, 99% des hommes, c'est ça? Alors, pas à 99% des hommes, mais à 80%, en 80%. Gros, ce sont des hommes jeunes. Ils ont quel âge? La moyenne d'âge, c'est 27-28 ans. Les femmes qui sont arrivées, elles arrivent soit au compte-gouttes, soit après le 15 août, dans les opérations qui ont été menées, entre autres par le gouvernement français, de prendre en charge des personnes qui avaient travaillé ou des catégories sociales qui sont particulièrement visées par les Afghans, par les talibans. On a eu par exemple l'arrivée de juges femmes, de médecins qu'on a accueillis et qui pour beaucoup après ont poursuivi leur parcours parce qu'elles ont été formées souvent en anglais. Et donc, elles ont donc une facilité d'intégration pour ces femmes. Dans les pays anglophones. Et pour revenir à la majorité de l'immigration afghane, donc vous me dites 80% ce sont des hommes, ils ont 27 ans. En général, le migrant a plutôt ces âges-là parce que c'est la possibilité physique aussi peut-être de traverser les continents. Sociologiquement, quel est le profil de cet homme afghan de 27 ans? Les difficultés d'intégration elles sont liées au fait qu'ils sont très éloignés du français. Et pour 10% d'entre eux, au minimum, du reste, ils sont non lecteurs, non scripteurs de leur langue. Donc des gens analphabètes déjà dans leur propre langue, c'est ça? Voilà, et donc c'est beaucoup plus difficile d'apprendre le français ou une autre langue quand on n'arrive pas déjà à maîtriser la sienne. Bien sûr. Voilà. Et donc ça pose des problèmes de durée de l'intégration qu'ont moins d'autres nationalités ou n'ont pas d'autres nationalités. Près de 50%, enfin 40% ont un niveau scolaire, en gros, qui ne dépasse pas le primaire. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas, après, une fraction qui a fait des études supérieures, mais ceux qui ont fait des études supérieures les ont faites dans la période 2001-2021, où il y avait une très forte présence des universités anglophones. Et donc, leur premier désir n'est pas de rester dans un pays où les difficultés d'intégration pour ceux qui ont des niveaux de diplôme élevés sont aussi importants. Donc on a une difficulté d'intégration qui est amplifiée par le fait que on a de moins en moins de possibilités dans le bâtiment, puisqu'on connaît une crise dans le bâtiment. Il y a une crise de la production de logements. Ils sont eux-mêmes pris par ces difficultés de logement, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont le statut de réfugié ou la protection, ils ont du mal à s'autonomiser. L'autonomie pour quelqu'un qui obtient une protection internationale, c'est le travail et le logement. Voilà. Alors avec quelles conséquences? Parce que des difficultés à se loger, des difficultés à travailler, est-ce qu'on trouve les Afghans majoritairement dans des problèmes de troubles à l'ordre public? Alors majoritairement non, mais comme pour d'autres nationalités, on a une surreprésentation de personnes de nationalité afghane. En lien donc avec ces problèmes d'intégration très clairement. En partie avec ces problèmes d'intégration, en partie aussi parce qu'ils peuvent être pris par des réseaux qui sont les mêmes, qui ont pu pour certains les amener jusqu'ici. Il faut se rappeler que les réseaux de la traite des êtres humains, c'est aussi des réseaux qui peuvent trafiquer autre chose, trafiquer de la drogue, trafiquer des armes, etc. Et l'Afghanistan a été
de nouveau un lieu de production de la drogue, et on sait que dans les pays limitrophes, je pense par exemple à l'Iran, il y a un afflux important de trafic de drogue. On a une partie du cinéma iranien, du reste, qui est de qualité, qui a montré ça dans certains films. La Palme d'Or à Cannes. Entre autres, la Palme d'Or à Cannes. Voilà. Et donc, on a cela, et puis on a des difficultés liées au rapport homme-femme. Et ça, c'est culturellement lié à... Alors, oui, il y a une difficulté d'intégration des codes sociaux. L'intégration, c'est un phénomène d'acculturation sur une plus ou moins longue durée, si vous voulez. Et on peut être confronté à des structures mentales. L'histoire des mentalités l'a bien montré. Voilà. Et donc, du coup, il faut le temps d'apprentissage. Et c'est d'autant plus compliqué, si vous voulez, que ces jeunes hommes, eh bien, ils peuvent avoir des aspirations et qui sont qu'on peut comprendre. La France peut renvoyer dans leur pays les Afghans qui présentent des menaces ou qui sont acteurs de troubles de l'ordre public. Et dans une situation un peu compliquée parce que on n'a plus de laissez-passer consulaire, ce qu'on appelle laissez-passer consulaire, puisqu'on ne reconnaît pas, et on peut le comprendre, le gouvernement taliban. La difficulté, c'est qu'en Europe, il y a d'autres pays qui arrivent à avoir une autre politique et qui renvoient des personnes délinquantes. Je pense en particulier à l'Allemagne. Oui. L'Allemagne régulièrement renvoie des Afghans en Afghanistan parce qu'ils arrivent à contourner l'absence de laissez-passer consulaire ou en avoir et utiliser d'autres pays par Doha, par exemple. Voilà. Ce que nous ne faisons pas actuellement. C'est sans doute une réflexion du gouvernement parce que, effectivement, des personnes qui ont commis des crimes ou des délits et qui ont rompu le pacte d'hospitalité, eh bien, il faut les renvoyer, bien sûr. Quels sont les principaux foyers de la présence des Afghans en France? Ils sont sur quel territoire? Bien évidemment, l'Île-de-France est une région importante, mais comme on a aussi réparti la charge de l'accueil de la demande d'asile dans d'autres territoires, on a aujourd'hui, dans des villes moyennes, des débuts de constitution de communautés afghanes. C'est Aurillac, c'est ça, par exemple, entre autres ? Aurillac, Le Mans, d'autres villes, l'ouest de la France, sur lequel on a beaucoup réparti, parce que c'était une des régions où on avait le moins de centres d'accueil pour demandeurs d'asile. Et il y a l'idée que ça ne se concentre plus en Île-de-France, mais que ça puisse être réparti ailleurs. Après, dans les villes moyennes ou dans les petites villes, il peut y avoir des opportunités d'intégration plus fortes en termes d'emploi ou de logement. Je pense qu'un secteur qui pourrait travailler beaucoup plus l'intégration des Afghans, c'est l'agriculture. Mais on a là une sorte de peut-être parfois de facilité, puisque l'OFII fait venir tous les ans peut-être en 16, 17, 18 000 saisonniers, par exemple, du Maroc. Oui. Et peut-être qu'on pourrait employer la main-d'œuvre qui est ici, mais ça suppose de construire des parcours d'intégration plutôt que d'avoir cette facilité tout le temps d'aller chercher des Marocains, mais qui ont peut-être aussi de l'expérience par rapport aux cultures et à l'agriculture. Mais on peut avoir des jeunes qui ont de l'expérience ou qui peuvent acquérir de l'expérience. L'idée de cette note, c'est aussi de montrer que si on ne prend pas en charge les difficultés d'intégration, on va créer de la délinquance, c'est ça, entre guillemets. Entre autres, on peut créer de la délinquance, en tout cas des points de fixation qui seront l'inverse que nous souhaitons en termes d'intégration. Qu'est-ce qui est proposé aux demandeurs d'asile et qu'est-ce qui est obligatoire en termes de formation, les cours de langue par exemple, ça c'est une particularité de notre droit, c'est qu'une personne qui obtient une protection internationale, eh bien, elle n'est pas soumise à un niveau de langue pour avoir son renouvellement de titre. Les réfugiés, ils ont immédiatement un titre de 10 ans, une carte de 10 ans de séjour, si vous voulez. Nous les incitons à aller dans les cours de français. Ce n'est pas passe par là, quand même. Ça devrait être obligatoire, peut-être, non ? Enfin, vous le prêchez, vous ? Il y a d'autres pays qui ont rendu cela pour les protégés subsidiaires obligatoires. Il y a du reste un renforcement de ce dispositif en Allemagne. La France, pendant longtemps, a été en retard dans les exigences d'intégration. Il y a un rattrapage qui a été fait avec la loi Darmanin de janvier 2024, mais il y a quelque chose qui a été très difficile à comprendre, c'est la nécessité d'être beaucoup plus exigeant et
dès lors qu'on n'est pas exigeant, on ne facilite pas en réalité et on ne rend pas service aux personnes qui ont besoin de s'intégrer. Une dernière question, la place de l'islam dans cette immigration afghane, elle est très importante? Elle est importante parce que... Elle est majeure. Bien sûr qu'elle est majeure parce que ces personnes... pas pour toutes, mais pour beaucoup d'entre elles, eh bien, restent imprégnées d'un islam très conservateur. Et donc, c'est ce qui peut faire avec l'application de la charia, c'est ça? Ce qui peut faire des difficultés entre les hommes et les femmes. Voilà. Et donc, là encore, il y a un phénomène d'acculturation. Ils ne sont pas les seuls à connaître ce type de difficultés par rapport à la foi musulmane, mais là, on sort d'un pays, où ils viennent d'un pays qui est particulièrement régressif, c'est-à-dire où l'islam est pris par son extrémisme, hein, et cet extrémisme, il influe dans les mentalités. Aussi, là, on ne peut pas comprendre pourquoi les talibans ont gagné. Les talibans, c'est pas un putsch, hein, de gens extérieurs à l'Afghanistan qui d'un coup arrivent à gagner. Ils sont partie intégrante d'une grande partie de la population, et c'est pour ça qu'ils ont gagné, parce que entre 2001 et 2021, les Occidentaux, avec un gouvernement qui n'était pas sans doute le meilleur, parce qu'il y avait beaucoup de corrompus, n'a pas réussi à endiguer la pression de l'islam radical. Merci Didier Lesky. Je rappelle votre note passionnante, hein, qu'on peut retrouver sur le site de la Fondapol, Immigration afghane en France, un événement de grande ampleur. Point de vue, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Bien sûr, l'événement majeur, ce sont les bombardements israéliens sur l'Iran. C'est à suivre, bien sûr, sur Le Figaro, dans le journal et sur le web. Vous retrouverez lundi Vincent Roux dans Point de vue. Passez une bonne journée sur Le Figaro TV. À bientôt.